Eh ben, bonjour à tous. Donc, bonjour à toutes, à tous ceux qui sont entre les deux, qui sont ni l'un ni l'autre, à tous ceux qui sont les deux en même temps. Voilà, donc, c'est Adeline qui est de retour pour un sujet un peu sensible et en même temps qui intéresse un peu plus de monde. C'est le traitement hormonal. Et là, en l'occurrence, on va parler du mien. Alors, petite phrase d'intro, petit disclaimer. Pour info, un traitement hormonal est unique à chaque personne. Et surtout, il est de bon ton de ne pas faire d'automédication. Donc, cette vidéo n'a pas pour but du tout de vous faire... de vous donner des clés qui vous donneraient envie de faire de l'automédication. C'est pas du tout c'est pas du tout le but. Le but de cette vidéo, c'est de vous présenter les hormones, en l'occurrence, que vous pouvez rencontrer et que vous pouvez éventuellement vous faire prescrire par votre endocrinologue. Les différentes voies pour avoir les hormones, mais en aucun cas je ne cautionne l'automédication. Sachez que les hormones, c'est pas anodin, que c'est un traitement à vie, que les effets sont ce qu'ils sont, et par conséquent, je me dégage de toute responsabilité si jamais vous faites de l'automédication. C'est non, voilà. Sachez-le, c'est pas du tout le but de cette petite présentation. Voilà, maintenant que les choses sont claires pour vous, on va pouvoir entamer. Alors, en sachant qu'il y a deux voies qui s'ouvrent à vous. L'automédication, c'est une voie à part dont je ne parlerai pas. Donc, il y a deux voies légales. Enfin, légales. L'automédication, c'est pas une question de légalité ou pas, quoi. C'est votre santé que vous mettez en jeu et vous n'avez pas de suivi derrière. Donc, voilà. Les hormones ont des effets positifs, négatifs, il y a des effets indésirables, il y en a toujours, quasiment tout le temps, plus ou moins graves, plus ou moins puissants. Donc voilà. Donc il y a deux voies que je vous recommande. La première, c'est de vous faire prescrire les hormones par votre médecin traitant. Il peut le faire si vous lui en faites la demande. L'autre voie, elle est un peu plus longue. C'est tout simplement l'endocrinologue. Il y a deux types d'endocrinologues. Vous avez celui qui, lui, ne va pas vous prescrire d'hormones si vous n'avez pas une attestation de suivi psy, enfin un certificat en l'occurrence. Et vous avez celui qui va quand même vous prescrire vos hormones, même si vous n'avez pas le certificat. Alors, ils sont plus rares. Est-ce que c'est mieux ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez plutôt intérêt à passer par un psy pour avoir votre certificat, pour ensuite voir un endo? C'est votre parcours, c'est votre transition, c'est vous qui voyez. Donc j'ai eu mon certificat, youpi, et j'ai attendu donc 5 mois pour avoir un rendez-vous avec un endocrinologue, en sachant que dans ma région, il n'y en a plus qu'un. Voilà, donc forcément il est overbooké, donc les rendez-vous c'est tous les 6 mois, même pour le premier. Alors heureusement, il m'a prescrit les ordonnances, tout ce qu'il faut pour avoir le premier rendez-vous, en sachant que normalement, vous allez voir d'abord l'endo pour la première fois. Là, il va vous prescrire des ordonnances, en l'occurrence, une prise de sang, une IRM. Alors, pour l'IRM, pourquoi je vais y revenir un peu plus tard. Donc,
On va passer au vif du sujet maintenant, voilà. Donc, vous faites une prise de sang. Cette prise de sang, pourquoi faire? Eh ben, comme je vous ai dit, chaque traitement hormonal est différent. Pourquoi? Parce que vos analyses de prise de sang avant le traitement hormonal sont propres à vous. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous buvez de l'alcool? Est-ce que vous avez du cholestérol? Est-ce que vous avez du diabète? Tout ça, c'est des facteurs qui rentrent en compte. Votre poids aussi. Vont jouer tout ça sur les hormones et surtout sur les quantités que vous allez prendre. Il s'avère que, en ce qui me concerne, j'avais déjà un taux de testostérone relativement bas avant mon traitement hormonal. Ça, c'est un truc que je vous recommande aussi, c'est quand vous faites vos prises de sang, notez vos résultats sur un petit tableur pour garder un suivi. Donc, avant mon traitement hormonal, j'avais en œstradiol, j'étais à 26. Et en termes de testostérone, alors la testostérone, pouf, avant mon traitement hormonal, comme je vous l'ai dit, j'ai un taux de testostérone relativement bas. Le mien était à 0,69. Voilà, donc j'étais j'avais déjà un taux de testostérone qui était celui d'une femme cisgenre en l'occurrence. Voilà. Donc il y a des raisons qui font que j'ai un taux comme ça. Donc je vais pas m'étaler, c'est pas le sujet. En tout cas voilà. Donc du coup, mon traitement a commencé un peu light, mais ça c'est parce que c'est une demande que moi j'ai faite. Donc j'ai commencé par ceci. C'est de la finastéride, 5 mg. Normalement on en prescrit, normalement c'est 1 mg, enfin normalement. Voilà. Le dosage courant qu'on trouve chez les autres personnes c'est 1 mg. Donc moi j'ai commencé par ça en 5 mg. C'est pas un bloqueur de testostérone. En fait c'est... il va masquer le taux de testostérone. En sachant que moi j'ai un taux relativement bas de base. Une autre personne qui n'a pas le même taux que moi, ce qui va se passer, c'est que la finastéride va, entre guillemets, masquer le taux de testostérone à votre corps. Donc, concrètement, votre corps ne connaîtra plus son taux de testostérone, mais ne va pas le bloquer. Et en général, quand on prend de la finastéride, votre taux a plus tendance à remonter justement, parce que votre corps ne le détecte plus, donc il va se dire, oh là, mais il n'y en a pas, donc il va en faire. Et donc en général, quand on prend juste de la finastéride sans bloqueur, ça va faire remonter légèrement le taux. Mais ça ne le bloque pas. Et enfin, ceci. Dans le bon sens. Voilà. Donc c'est de l'œstradiol, de l'œstradose, pardon. En l'occurrence en gel. Et là où c'est assez... où ça va varier beaucoup, c'est que d'une personne à l'autre, ça change énormément. Alors, le produit en lui-même ne change pas, mais c'est les doses qui changent. Il y en a qui sont à 1 pompe par jour, puis ils passent à 2 pompes par jour, et puis au bout de 6 mois, ils passent à... etc. etc. Voilà. Il y a des personnes qui tournent avec 2 pompes pendant 1 an, et puis qui sont là, je ne comprends pas. Alors à savoir que moi, mon endo m'en a prescrit 4 par jour, 2 le matin, 2 le soir. Voilà, donc j'étais à 4 pompes par jour de surdose. Les effets se sont fait sentir dans les premières semaines où j'ai commencé mon traitement. Après, encore une fois, peut-être que c'était de par le fait que j'ai un taux de testostérone plus bas que la moyenne, qui fait qu'on en est arrivé là. Plus vite, en tout cas. En tout cas, voilà. 4 pompes par jour. Ça, c'est en fonction aussi de votre poids. Et d'autres facteurs que je ne connais pas, en tout cas. Voilà. Donc, les effets. Les effets, je les ai sentis au bout des premières semaines. Ça a commencé par des douleurs dans les seins. Et c'est pas agréable. Du tout.
c'est des douleurs qui sont persistantes, c'est-à-dire qu'elles ne vous quittent plus. Elles sont... c'est des douleurs qui sont marquées seulement quand il y a attouchement, enfin attouchement. Quand vous touchez vos seins, quand... faut savoir qu'à un moment donné, je ne supportais même pas le frottement des vêtements sur les tétons, par exemple. Voilà, c'est ce genre de choses qui vous attend. Si, voilà. Bon, bah, après, voilà, il y a toujours ce petit côté qui fait plaisir. C'est-à-dire, on a mal, mais c'est une douleur qui nous fait dire, ah, il se passe quelque chose au niveau de la poitrine, cool. En général, c'est là qu'on aime bien avoir mal. Et puis voilà, donc c'est une douleur qui passe bien. Hein. Voilà, une fois qu'on est habillé, machin, qu'on touche pas. Par contre, dès qu'il y a un choc, dès qu'il y a pression, c'est vraiment pas agréable du tout. Et là, ça fait plus de 6 mois, j'ai toujours mal. Voilà. Mais là, en ce moment, je sens rien, par exemple. Mais si je... voilà, là, j'ai soulevé ma poitrine, ça m'a fait mal. Bon, bref. Voilà, c'est ce genre de choses qui vous attend. Au niveau de la pilosité, au niveau du visage, il se passera rien. Au niveau de la voix, il ne se passera rien. La voix, c'est orthophoniste et chirurgie, si vraiment votre voix ne vous plaît pas. Pour la pilosité du visage, c'est séance au laser. Je fais de la lumière pulsée, j'en suis à 6 séances. Ça fait un mal de chien. Ça fait toujours mal. Au bout de 6 séances, c'est une torture. Au niveau des joues et du cou, c'est entièrement parti. Les zones persistantes, c'est le menton et c'est la lèvre. Voilà, et c'est les zones qui vont vraiment faire très mal. Même encore maintenant, voilà. Maintenant, vous savez ce qui vous attend. Pour le reste de la pilosité du corps, avec les hormones, ça a tendance à réduire grandement la pilosité, dans le sens où les poils sont plus fins. Au niveau de la poitrine, tout ça, ça repousse quasiment plus chez moi. Donc maintenant, c'est vraiment du duvet, en fait. Et de temps en temps, un ou deux petits poils par-ci par-là, noirs encore. J'enlève tout ça avec un épilateur électrique. Alors, les bras et les jambes, c'est avec ça. Ça fait mal au début. Ça fait même très mal. Mais on s'y fait. Et si vous entretenez ça régulièrement, ben voilà, vous sentirez quasiment plus rien. Donc voilà, ça, épilation électrique pour les bras et les jambes. Et ben, j'ai fait ça aussi pour le ventre, en l'occurrence. Le dos, c'est un peu plus compliqué. Mais on y arrive. Voilà, donc cet instrument de torture, on aime ou on n'aime pas. Voilà, après c'est une question d'entretien. Je déteste les poils. Je l'utilise quasi tous les jours. Voilà, mais voilà, le fait de le faire tout le temps fait que ben, après, c'est plus du tout... c'est de l'entretien. Et là, ça passe crème. Voilà. Vous allez juste en chier pour les premiers jours. Voilà. Donc les hormones influencent un peu sur la pose des poils, bien sûr, mais pas plus que ça non plus. Ça influence aussi sur la poitrine, on en a parlé. On a parlé des douleurs, mais on n'a pas parlé du reste. C'est que vous allez prendre de la poitrine. Alors, entendons-nous bien. Vous allez en prendre, mais c'est vraiment, voilà, c'est quasi anecdotique. Hein. Vous attendez pas à avoir une poitrine de star du X en quelques semaines, ça marche pas. Hein. Vous allez avoir une pousse qui va se faire. Et après, voilà. Donc, moi, en l'occurrence, je porte des brassières. Alors, je sais pas si je peux vous montrer. Voilà, donc, là,
j'ai une brassière. Voilà, donc ça permet de supporter les escaliers. Parce que oui, les escaliers vont devenir votre pire ennemi une fois que vous allez avoir les douleurs dans la poitrine. Voilà, sachez-le. Les escaliers, aïe aïe aïe. Donc, brassière. Et vous allez avoir une pousse qui peut être... Après, ça varie, hein, il y a des personnes... mais en général, le schéma est toujours le même. C'est-à-dire que la première semaine, enfin dans les 2-3 semaines qui vont en suivre le début du traitement, les douleurs. Et puis, dans les semaines qui vont venir ensuite, vous allez voir une légère pousse des seins. Ils vont devenir un peu pointus comme ça. Et voilà, ils n'auront pas une belle forme ronde, harmonieuse et compagnie. Non, ça sera vraiment juste... voilà, ça sera un peu disgracieux au début, on va dire. Voilà, avec la brassière, ça permet justement de leur donner une petite forme un peu arrondie, un peu plus sympa. Et surtout, ça les garde en place et croyez-moi que c'est pas trop. Voilà, donc ça c'est mon traitement hormonal pendant les 6 premiers mois. Puis, j'ai refait une prise de sang. Et en l'occurrence, comme j'ai pris de la finastéride, mon endocrinologue n'a pas fait reprendre le taux de testostérone puisque la finastéride le masque et le fait légèrement remonter même parce que le corps ne le détecte plus. Donc, il n'a pas trouvé pertinent de faire recalculer le taux de testostérone, donc je ne peux pas vous donner la valeur de ce taux-là. Par contre, je peux vous donner mon taux d'œstradiol, qui est passé de 26 pour rappel à 91 pour la deuxième prise de sang. 91, c'est un taux qui est très correct pour le résultat qu'on cherche, quoi. Donc ça, c'est très positif. Mais j'ai quand même fait changer mon traitement hormonal. Et je suis passé à un traitement un peu plus costaud. Alors ça, c'est pour des raisons perso. Hein. Après, chacun voit midi à sa porte. En gros, le traitement finastéride et ostradose, c'est vraiment le traitement le plus light et le plus safe que vous pouvez avoir. En termes d'effets secondaires, j'entends par là. Mais du coup, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup plus lent et qui n'aura pas forcément les résultats les plus optimales. Donc après, c'est vraiment en fonction de ce que vous cherchez, vous. Et donc, du coup, je suis passé à une version plus musclée parce que je voulais mettre toutes les chances de mon côté et parce que le fait d'apprendre, le fait que j'ai un taux de testostérone relativement bas, moi, ça m'a réconforté. Et quand il m'a dit que finalement, la finastéride, s'il me l'avait dit lors du premier rendez-vous, j'avais complètement oublié entre-temps. Donc quand il m'a fait une petite piqûre de rappel, il m'a dit attention, la finastéride, ça ne bloque pas, ça masque. Donc le taux, il a tendance à remonter. Et moi, c'était hors de question. Donc j'ai dit, oula, non, moi je vais testostérone, non, j'en veux pas. Donc on est passé un cran au-dessus. Alors, ça, c'est les nouvelles hormones féminines qui remplacent finalement l'œstradiol, qui est en gel. Ça, c'est un comprimé à prendre à la place. C'est quelque chose qui est environ 50 fois plus puissant que l'œstradiol, avec des effets secondaires aussi plus puissants et voilà, qui sont pas forcément très positifs, en sachant que ça passe par le foie. Il est plus recommandé de prendre de l'œstradiol soit en gel, soit en patch. Mais voilà, ça, c'est quelque chose de plus impactant, de plus pétant. Voilà, c'est ce que prônent aussi les femmes cisgenres. Hein, donc, bon, il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de risques que ça non plus. Il y en a quand même. Hein. Les effets, je les connais pas. J'afficherai sans doute quelque part par là, je crois. Je sais pas. J'afficherai quelque part
sur l'écran en ce moment un petit texte qui affiche les effets de ce machin. Et du coup, je pense que je vais le faire pour toutes les autres aussi, hein, les autres hormones. La fameuse hormone qui fait polémique, et je vous avais parlé d'une IRM. Tadam! De l'androcure. À savoir que je ne voulais vraiment pas en prendre. Mais alors vraiment pas. C'est le dernier truc que je voulais prendre, c'est ça. L'androcure, c'est quelque chose qui est très surveillé et qui est très dangereux. Alors, justement, si on fait des IRM, c'est à cause de celui-là. Au bout de 5 ans, si vous continuez à prendre de l'androcure, vous risquez d'avoir des complications au niveau du cerveau. Et les IRM sont là pour contrôler que tout se passe bien. Au bout de 5 ans, les risques sont multipliés par je ne sais plus combien. 50, 100, je ne sais même pas, 20 peut-être. Bref, les risques, je crois que c'est 20. Il me semble qu'au bout de 5 ans, les risques d'avoir des trucs qui se passent là-dedans sont augmentés de 20 avec ceci. Donc, l'androcure, qu'est-ce que c'est? C'est un bloqueur de testostérone et en l'occurrence, c'est le plus puissant que vous pouvez trouver. C'est aussi le plus dangereux. Ça a d'autres effets, bien sûr. C'est un castrateur chimique, entre autres. Source de dépression, etc., etc., etc. Donc ça a quand même des petits effets pas très rigolos à côté des bénéfices. En général, on donne ça aux délinquants sexuels. C'est pour les calmer, pour les... Voilà, c'est terminé. T'as plus envie. Alors. Mais nous, on l'utilise pour le bloqueur de testostérone. C'est ce qui nous intéresse, en l'occurrence, avec l'androcure. Donc ça, c'est des 50 mg. C'est une dose qui vaut mieux qu'il ne faut pas dépasser. En termes de dose journalière, j'entends. Il y a des personnes qui en prennent peut-être 100. Et 50, c'est... il vaut mieux pas dépasser les 50. Voilà, donc ça, c'est ce qui fait polémique. J'en voulais pas au début, à cause des effets secondaires qui sont très mauvais pour la santé. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre. Le traitement que je prenais de base, la version light, convient parfaitement, ça fonctionne. Et ce petit truc-là peut être remplacé par autre chose, dont je vais vous parler tout de suite après, puisque c'est la 3e hormone que je prends en ce moment. Donc, ceci et ceci, une fois par jour, en l'occurrence le soir, parce que risque de somnolence, hein, ça vous défonce. Ça vous défonce pas dans le sens où vous êtes stone, hein. Ça vous défonce dans le sens où ben, vous êtes fatigué. Surtout celui-là. Et pour finir, voilà, de la progestérone. La progestérone peut remplacer ceci ou être pris en complément. La testostérone, la progestérone a des effets assez intéressants dans le sens où il contre certains effets négatifs de cela. C'est un antidépresseur et ça stimule la libido. Ce que lui, en l'occurrence, a des effets inverses. Donc, progestérone, 200 mg, ça sert à rien d'en prendre plus. Et ça, c'est pareil, c'est 1 par jour. Donc, je prends tout le soir. Et voilà, ça, c'est le nouveau traitement que j'ai en ce moment. J'ai aussi une vitamine à prendre 1 fois par mois, mais ça n'a rien à voir. Avec le traitement hormonal, hein, ça c'est hors protocole. Donc, c'est pour ça que... En sachant que... je sais plus, je crois que c'est l'androcure. Non, je crois que c'est ça. Bref, dans ce petit monde-là, il y a 1 ou 2 qui ne sont pas remboursés par l'ALD. Sachez-le, la version light est entièrement prise en charge, vous n'avez rien à payer. La finastéride et l'œstradose sont pris en charge 100% avec l'ALD.
Là, vous en aurez pour un peu moins de... pour environ 10, 15 balles par mois. Parce que non remboursé. Enfin, non prise en charge par la LD, voilà. Donc ça, c'était la version... La nouvelle version, la version 2.0 de mon traitement hormonal. Donc, du coup, l'Androcur, chacun vaut midi à sa porte. En sachant que les hormones sont quelque chose que l'on prend à vie et que les bloqueurs de testostérone ne sont pertinents que jusqu'à ce que vous faites l'opération. Une fois que vous vous êtes fait opérer, vous ne produisez plus de testostérone parce que ce sont les attributs mâles qui les fournissent, enfin qui les fabriquent. Donc une fois que ça a dégagé, il n'y a plus de fabrication de testostérone, donc il n'y a plus de raison de les bloquer, donc vous ne prenez plus d'Androcur. Donc c'est pour ça que, en l'occurrence, on essaye de faire en sorte que les traitements hormonaux soient les plus courts possibles en termes de bloqueurs de testostérone, bien sûr. Si vous ne décidez pas d'aller jusqu'au bout des opérations, il faudra bloquer à vie vos testostérones. À ce moment-là, ne prenez pas d'Androcur, mais prenez ça. C'est aussi un bloqueur de testostérone, mais beaucoup plus faible que l'Androcur. Et voilà, ça c'est un très bon complément qui remplace l'Androcur sans problème. Moi, en l'occurrence, je pense que vous l'avez compris, mon but, c'est les opérations jusqu'au bout du bout. Donc, a priori, dans moins de 5 ans, plus besoin de bloquer la testostérone, donc plus besoin d'Androcur, donc logiquement, je serai en dessous des 5 ans, donc tout devrait bien se passer pour moi. Voilà. En sachant que si vous continuez malgré tout à prendre de l'Androcur parce que vous ne vous faites pas opérer, parce que vous voulez absolument avoir de l'Androcur, c'est votre choix. C'est vous qui voyez. Il y aura des contrôles IRM à faire régulièrement. Qu'est-ce que j'appelle régulièrement? C'est minimum une fois par an. Peut-être moins, peut-être une fois tous les 2 ans. Enfin, voilà. Sachez qu'il y aura des IRM à faire de façon régulière. En plus des prises de sang. Les prises de sang, ça c'est systématique. Et par contre, si vous ne produisez plus de testostérone suite à vos opérations, vous ne fabriquerez pas pour autant des hormones féminines, on est bien d'accord. Donc le traitement hormonal, même hors le bloqueur de testostérone, c'est un traitement à vie. Il y a des trans qui décident d'arrêter leurs traitements hormonaux, mais si vous vous faites opérer, si vous arrêtez de prendre des hormones, vu que vous ne fabriquez pas d'autres hormones, ça va générer quelques petits soucis. Voilà. Donc, le corps, pour bien fonctionner, a besoin d'hormones, que ce soit des hormones masculines ou féminines. Après, il s'adapte en fonction d'eux. Il va opérer des changements en fonction. Pour ceux qui prennent de la testostérone, c'est le même principe. Donc, si vous ne vous faites pas opérer, vous pouvez parfaitement arrêter un traitement hormonal. Vous pouvez, vous en avez le droit. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre corps. Ce qui va se passer, c'est que le taux artificiel d'hormones féminines que vous avez fait monter va redescendre. Et le taux de testostérone qui a été bloqué va se remettre à fonctionner. Et voilà, tout ça va se rééquilibrer. Et les effets de certaines hormones ne sont pas irréversibles. Et donc, votre corps va à nouveau changer. Mais d'autres effets, eux, sont irréversibles. La prise de poitrine est un des effets irréversibles du traitement hormonal. C'est quelque chose que vous ne pourrez pas changer. Donc, si vous décidez de revenir en arrière, il faudra, si vous jugez avoir trop de poitrine, il faudra penser à une opération. Vous n'aurez pas le choix. C'est comme ça. Les hormones féminines n'influencent pas du tout sur la voix. Par contre, dans l'autre sens, c'est vrai. Ceux qui prennent de la testostérone, les hommes trans en l'occurrence, vous allez avoir des changements au niveau de la voix.
Ça va pas non plus être, voilà, vous n'allez pas devenir un ténor ou je ne sais quoi là, un baryton. Voilà, vous pourrez pas non plus vous faire passer pour un russe de 60 ans qui boit de la vodka. Ça marchera pas bien. Mais voilà, il y a des effets quand même qui se font sentir au niveau de la voix. Pour les autres effets, en l'occurrence, pour ceux qui prennent de la testostérone, on ne peut pas vous aider parce que c'est pas le traitement que je suis, donc j'ai pas envie de vous dire d'ânerie. Je me suis pas non plus renseigné parce qu'il n'y avait aucune raison que je me renseigne. Voilà, tout ce que j'ai pu vous renseigner en l'occurrence, c'est par rapport aux hormones féminisantes. Donc pour les entrants, je suis désolé si ça vous aide pas davantage. Encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est des doses qui me correspondent, qui ont des effets sur moi, qui n'auront pas forcément des effets sur vous, et ce ne sera pas forcément les mêmes doses pour vous. Comme dit, quand j'ai vu à quel point, rien que l'œstrodose, celui-là, le gel, quand je vois à quel point ça varie d'une personne à l'autre en termes de dose, voilà, je me dis que, bon, ça vaut peut-être quand même le coup de faire un petit suivi, les filles. Alors, on évite l'automédication, encore une fois, je sais, je suis très chiante par rapport à ça, mais c'est quelque chose de très important. Ne faites pas de l'automédication. Et une des raisons pour lesquelles il ne faut pas le faire, c'est que ces machins-là, vous allez les acheter sur Internet. Alors, en termes, par curiosité, j'étais quand même allé voir sur Amazon, avant de voir mon endo, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passait au niveau des hormones libres d'accès, enfin libres. Voilà. Et ben Amazon fournit de ce genre d'hormones. En veux-tu, en voilà. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Sauf que bon, vous savez pas ce que vous allez recevoir au final. Est-ce que vous allez avoir une contrefaçon? Alors, au meilleur des cas, vous allez recevoir un produit qui n'a aucune molécule active, qui n'a strictement rien, et ça sera un super placebo qui ne fonctionnera pas, parce que le placebo, c'est bien mignon, mais il se passera rien. Votre corps, lui, a besoin d'avoir un taux d'hormones féminines ou masculines pour basculer et pour faire des changements. Lui, maintenant, tu lui donnes un placebo, t'es gentil, mais moi j'ai de la testostérone, j'ai pas d'œstradiol. De quoi tu me parles, quoi. Donc voilà. Au meilleur des cas, vous aurez un placebo, et au pire, vous aurez du poison. Donc, pas d'automédication, et surtout pas s'acheter ça sur le net, et ni voir ces petites copines qui prennent de ça pour leur dire, bah tiens, j'en ai un peu besoin, est-ce que tu peux me le prêter s'il te plaît? Non, on prend pas chez la copine, ni chez le voisin, on prend chez personne d'autre. Parce que chaque traitement hormonal, je suis très chiante là-dessus, je suis vraiment désolé. Chaque traitement hormonal est différent. Donc, on ne joue pas avec ça. Ça, c'est très dangereux. Sachez que, encore une fois, les effets seront tous différents, qu'on n'aura pas tous les mêmes effets. Et sachez une dernière chose aussi, c'est que vous devez avoir les récepteurs. Prenons l'exemple d'un homme trans, ça sera plus parlant, parce que les hormones ne jouent pas sur la pilosité faciale chez les femmes trans. En l'occurrence, c'est pas du tout la même chose chez les hommes trans. La testostérone va influencer sur la pilosité du visage. Sauf que, si vous n'avez pas les récepteurs, vous n'aurez pas les effets. Donc, si un homme trans n'a pas les récepteurs de pilosité du visage, il n'aura, en l'occurrence, pardon, il n'aura pas de pouce, de poils sur le visage.
que si, à côté de ça, il a un copain qui produit de la testostérone et qui, lui, a les récepteurs au visage, il va avoir la pilosité faciale qui pousse. Et pourtant, voilà, le traitement sera le même, mais les effets ne seront pas forcément les mêmes. Et ça, c'est pareil pour chacun et chacune d'entre nous. Si on n'a pas les récepteurs, on n'aura pas les effets. Donc si on n'a pas les récepteurs au niveau de la poitrine, on n'aura pas de pousse de la poitrine, ou très peu, etc. etc. Donc là, c'est entre vous et votre corps que ça se passe, malheureusement. Et ça, il n'y a rien à y faire, c'est comme ça. Si vous n'avez pas les récepteurs, vous ne pouvez pas les acheter, les choper ou quoi que ce soit. Ça ne marche pas comme ça. Donc voilà. Donc surtout, ne vous dites pas... c'est peut-être mon dosage qui est pas assez machin, on va passer à un dosage plus... Déjà, d'une, vous le faites pas sans l'avis de votre endo. Et de deux, comme dit, si vous n'avez pas les récepteurs, vous pourrez doubler, tripler, quadrupler les doses. Il ne se passera pas plus d'effet si vous n'avez pas les récepteurs. Je suis désolé, mais c'est comme ça que ça marche. Une dernière chose. Alors, ça, c'est préférable au comprimé. Pourquoi? Parce que ça passe pas par le foie. C'est cutané, c'est absorbé directement dans la peau et bim, dans l'organisme. Les comprimés, c'est pas recommandé parce que ça passe par le foie. Et le foie, il n'aime pas trop ça. Donc déjà, si vous avez tendance à boire, oubliez. Vaut mieux arrêter de boire si vous décidez de passer à la méthode comprimée. Le foie aura déjà bien assez à faire avec ça, à éliminer. Donc si en plus derrière vous mettez une petite cirrhose, je ne suis pas sûr que ça se passe bien. Donc voilà. En l'occurrence, moi je bois pas, donc ça pose pas un problème pour moi. C'est pas un problème. Et encore une chose, c'est le fait que votre endo, en l'occurrence le mien, m'a prescrit ça une fois par jour. Parce qu'il s'attend à ce que j'avale mes comprimés. Bon. Peut-être que vous serez tenté par une méthode un peu plus radicale, un peu plus rapide ou un peu plus efficace. Vous allez peut-être trouver sur le net, en vous documentant, une méthode qui consiste à faire fondre les comprimés sous la langue. Alors c'est une très bonne chose pour le foie. Et c'est aussi une très bonne chose pour votre corps qui va les absorber beaucoup plus facilement et de façon plus efficace. Votre taux va monter beaucoup plus vite par cette technique-là, puisque absorber plus vite. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il va redescendre plus vite. Donc là où vous preniez une fois par jour vos comprimés, vous allez vous retrouver avec une carence si vous faites comme ça, mais qu'une fois par jour. Et ça, c'est pas bon non plus. Si votre taux d'œstradiol fait la girouette, fait monter et descendre, c'est pas bon non plus pour votre corps. Donc, respectez le mode d'administration, les quantités, et ne ratez pas un jour. Si jamais vous pensez que vous allez oublier ceci ou cela, optez pour des solutions qui sont en adéquation. Si vous pensez, si vous voulez prendre l'ostrodose et que vous pensez que vous n'allez pas pouvoir faire systématiquement une pompe le matin, une pompe le soir, c'est très important de respecter ça parce que ça permet de garder un taux relativement stable. Donc si vous ne le faites pas, les hormones vont fluctuer, ça va redescendre. Si jamais vous perdez les effets des hormones, en général, c'est compliqué de les récupérer par derrière, par la suite. Par exemple, si vous arrêtez votre traitement hormonal, c'est votre droit, vous pouvez. Mais si vous décidez d'arrêter votre traitement hormonal, et bien ce qui va se passer, mes chéris, c'est qu'au moment où vous allez vouloir reprendre, pour X raisons, si vous avez envie de reprendre,
et ben il se passera plus rien. Vous aurez quasiment plus d'effets qui vont se produire, voire pas du tout. Et c'est pour ça qu'un traitement hormonal ne s'arrête pas, ou s'il s'arrête, n'espérez pas pouvoir le reprendre derrière. Marche pas. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas l'arrêter plus de 2 semaines. En général, pour les opérations, il est recommandé d'arrêter de prendre des hormones pendant 2 semaines, mais pas plus. Parce que ça a un effet sur votre corps. Et voilà. Donc, évitez de faire varier votre traitement. Essayez d'être très régulière là-dessus. Tac, tac, tac. Mettez-vous un rappel sur le téléphone au besoin. Et voilà, c'est important de respecter les heures, toujours à la même heure, plus ou moins, autant que possible. Moi, c'est entre 19 h et 21 h. Voilà. Dans cette zone-là, je prends mes 3 comprimés et je fais toujours en sorte de les avoir pris dans cet intervalle de 3 heures. Donc, respectez bien les heures de prise, le mode d'administration. Et si jamais c'est quelque chose qui est trop compliqué pour vous, il y a les patchs. Vous êtes tranquille pendant 1 semaine avec ça. Sauf, ça c'est juste bon pour les œstrodoses par contre, enfin pour l'œstradiol, mais pour le bloqueur de testostérone, il n'y a pas de patch. Bon. Ben voilà. Et une dernière chose, les hormones ne sont pas des jouets, et c'est pas juste pour avoir des effets, ah bah tiens, j'aimerais bien un petit peu me féminiser, je vais prendre des hormones pendant quelques temps, et puis voilà. Juste le temps d'avoir les effets. Alors d'une part, les effets, la plupart sont réversibles. Donc si vous voulez juste un petit peu féminiser votre visage ou vous dire bah, j'en ai marre des poils, je vais prendre un peu d'hormones féminisantes pour m'en débarrasser, sachez que bah déjà on joue pas avec les hormones, c'est pas un jeu, que si vous décidez de le faire de vous-même, la plupart des effets des hormones sont réversibles. Donc une fois que vous aurez les effets escomptés et que vous allez arrêter de les prendre, les effets vont se dissiper au fur et à mesure que la testostérone va reprendre le dessus. Et donc vous allez récupérer de nouveau les effets que vous vouliez éventuellement garder. Donc la pilosité, elle va revenir. Les traits du visage, tout ça, ça va revenir. La répartition des graisses, ça va de nouveau revenir. La qualité de la peau, la perte des cheveux, tout ça, c'est des choses qui vont de nouveau se rééquilibrer comme c'était avant. Il y a vraiment très peu d'effets qui sont irréversibles, en l'occurrence la poitrine par exemple. Donc voilà. Donc si vous voulez juste prendre des hormones pour vous féminiser, voilà, vous êtes prévenus. Voilà, cette vidéo est beaucoup trop longue pour ce que c'est, elle sera cut à plein d'endroits. On va essayer de la faire un petit peu plus light. Je pensais vraiment pas qu'elle durait aussi longtemps, je suis vraiment désolé. J'ai beaucoup parlé. Ça se sent au niveau de ma voix aussi, la qualité de ma voix là, elle doit sûrement être plus... Ça doit plus être la même qu'en début de vidéo. Et je complexe énormément sur ma voix, je la déteste. Alors, pour trouver un médecin généraliste et un endocrinologue de confiance, vous avez plusieurs possibilités, en l'occurrence les associations trans, LGBT. Ces assos ont des adresses, des noms de praticiens qui sont ce qu'on appelle trans-friendly. Donc, allez dans chaque département, chaque région a son assos, c'est une obligation légale. Ils sont obligés d'avoir une assos dans chaque région. Donc, vous avez forcément une assos chez vous. Donc, renseignez-vous, allez les voir, parlez avec eux, expliquez-leur un petit peu votre parcours. Et ils vont vous donner des adresses. En l'occurrence, médecin traitant, psychiatre. Pour les endos, c'est pareil. Ils ont des adresses aussi. Et sinon, il existe des bases de données sur Internet qui sont régulièrement mises à jour. Donc,
Je sais plus le nom d'une, je crois c'est France Jean, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un jeu de mots avec France et trans, qui ont une carte régulièrement à jour, avec tous les praticiens qui sont répertoriés dedans, et aussi les commentaires qui vont avec. Donc, si c'est des personnes à éviter, par exemple, si c'est des bons, et il y a toujours des commentaires qui permettent de se faire une idée un petit peu de comment ont été reçues des personnes avant vous. Donc ça peut être très utile. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, faites très attention avec les hormones, et encore une fois, je me dégage de toute responsabilité si jamais vous faites de l'automédication. Encore une fois, je ne vous encourage pas du tout à l'automédication. Vous avez été prévenu plusieurs fois, en début de vidéo et en fin de vidéo. Pour ceux qui sont encore là d'ailleurs, je pense que il n'y a plus personne, je parle toute seule. Voilà, donc ça sert à rien que je reste là du coup. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, et à la prochaine.